Alors bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui une mise à jour de l'hypertension porto-pulmonaire. Donc je me présente, je suis Laurent Saval, je suis responsable donc des soins intensifs dans le centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Donc vous avez ici mes liens d'intérêt. Pour commencer, quelques généralités sur les maladies vasculaires pulmonaires et l'hémodynamique des patients qui ont une hypertension portale. Comme vous le savez, ces patients, pour la plupart d'entre eux, vont plutôt développer des bas niveaux de résistance vasculaire pulmonaire du fait du développement d'un syndrome hyperkinétique et d'un défaut de la vasoréactivité pulmonaire. Alors, les variations hémodynamiques qu'on peut observer chez ces patients-là n'est pas simplement due à un défaut de la vasoréactivité, mais également à des perturbations de l'homéostasie vasculaire pulmonaire, ce qui met en lumière le lien très fort de régulation entre la circulation porte et la circulation pulmonaire. Et donc, un certain nombre de patients vont développer des hauts niveaux de résistance vasculaire pulmonaire en lien avec le développement d'une hypertension artérielle pulmonaire, et d'autres patients vont développer donc une dilatation du lit capillaire pulmonaire et une néoangiogénèse responsable donc du syndrome hépatopulmonaire à l'origine d'une altération des échanges gazeux. Donc l'hypertension portopulmonaire se définit bien sûr par l'existence d'une hypertension pulmonaire précapillaire associée donc à une hypertension portale. Alors, lorsqu'on regarde l'hypertension portopulmonaire dans le registre français de l'hypertension pulmonaire, on s'aperçoit que sur les 10 dernières années, les hypertensions portopulmonaires représentent maintenant 17% des cas incidents d'hypertension artérielle pulmonaire, avec plus de 1300 cas qui ont été enregistrés sur les 10 dernières années. 60% d'entre eux ont une cirrhose compensée et 40% ont une cirrhose décompensée et souvent diagnostiquée dans le cadre d'une transplantation hépatique. Ces patients qui ont une hypertension portopulmonaire ont un âge moyen de l'ordre de 55 ans, avec une prédominance d'hommes, du fait bien sûr d'une prévalence de la cirrhose beaucoup plus élevée dans la population masculine. Néanmoins, être une femme prédispose au risque de développer une hypertension portopulmonaire. On a des profils hémodynamiques qui sont à peu près identiques à ceux rencontrés dans l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, avec néanmoins un index cardiaque un peu plus élevé et des résistances vasculaires pulmonaires un peu plus basses du fait de l'hypertension portale associée et du fait aussi que ces patients sont diagnostiqués plus tôt dans le cadre de dépistage systématique. Alors la prévalence importante de l'hypertension portopulmonaire dans le registre français est une spécificité française puisque elle est beaucoup moins élevée dans les autres registres et ceci est dû probablement à un dépistage efficace qui est en lien avec un rapprochement qui s'est fait entre les centres de compétences de l'hypertension pulmonaire et les centres de transplantation hépatique, avec un dépistage systématique qui doit se faire chez les patients qui sont candidats à une transplantation hépatique ou candidats à un TIPS. Et par ailleurs, les hépatologues sont maintenant sensibilisés à l'existence de cette maladie vasculaire pulmonaire, avec un dépistage qui doit se faire en cas de dyspnée inexpliquée, de signes de rétention hydrosodée qui sont disproportionnés par rapport à l'atteinte hépatique sous-jacente ou si il est constaté une élévation des marqueurs donc d'insuffisance cardiaque. Concernant les explorations hémodynamiques de l'hypertension portopulmonaire, il faut toujours donc analyser le profil hémodynamique de ces patients-là avec une attention particulière puisque un certain nombre de ces patients peuvent développer une élévation passive des pressions pulmonaires du fait d'un syndrome hyperkinétique ou d'une rétention hydrosodée. Ces patients ont souvent un débit cardiaque élevé et des résistances vasculaires pulmonaires qui sont relativement basses. Les hypertensions portopulmonaires vont avoir des niveaux de pression plus élevés, un débit cardiaque qui va s'abaisser, un niveau plus élevé de résistance vasculaire pulmonaire. Néanmoins, la transition entre ces deux populations de patients et ces deux profils hémodynamiques n'est pas toujours très nette et il faut donc se méfier des patients qui ont une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure avec un débit cardiaque toujours élevé mais des résistances vasculaires pulmonaires qui sont entre 2 et 3 unités Wood, ce qui ne correspond pas à des résistances vasculaires pulmonaires lorsque le débit cardiaque est toujours élevé. En effet, lorsqu'on étudie ces patients qui ont des résistances entre 2 et 3 unités Wood au moment du cathétérisme cardiaque droit initial, on voit que au cours de l'évolution, pour ceux chez qui on dispose d'une nouvelle exploration hémodynamique, on voit que 75% d'entre eux vont évoluer avec, au cours du suivi,
des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 3 unités Wood. Donc méfiez-vous de ces patients qui ont toujours un syndrome hyperkinétique, mais qui ont néanmoins une maladie vasculaire pulmonaire débutante et qu'il faut suivre de façon rapprochée, et ce d'autant plus quand ils sont candidats à une transplantation hépatique. Concernant la survie des patients qui ont une hypertension portopulmonaire, on a pu donc réétudier le devenir de ces patients à partir de la cohorte française, des 637 cas qui ont été analysés entre 2008 et 2018. Vous voyez qu'on a actuellement 50% de survie à 5 ans et 30% de mortalité à 3 ans. La survie de ces patients est essentiellement en lien avec la gravité de la maladie hépatique sous-jacente, puisqu'on voit très bien que les patients qui ont une cirrhose décompensée, soit Child B, soit Child C, ont une évolution qui est beaucoup plus péjorative en comparaison aux patients qui ont une cirrhose compensée ou une hypertension portale extra-hépatique. Si on regarde maintenant en détail les causes de décès chez ces patients-là, vous voyez que les patients qui ont une cirrhose peu évoluée avec un score MELD inférieur à 12, plus de 30% d'entre eux, un tiers environ des patients vont décéder d'une pathologie néoplasique, que ce soit un carcinome hépatocellulaire ou une autre pathologie néoplasique. Ceci illustre le caractère très comorbide de ces patients-là qui nécessitent toujours une prise en charge multidisciplinaire. Pour les patients qui ont une cirrhose plus évoluée, la plupart d'entre eux vont mourir, décéder des complications directes de leur cirrhose et 20% des complications de l'hypertension artérielle pulmonaire. Concernant maintenant la prise en charge des patients qui ont une hypertension artérielle pulmonaire et l'utilisation des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Donc, comme vous savez, ces patients ont été exclus de la plupart des études qui ont analysé l'effet de l'ensemble des classes thérapeutiques. Sur les dernières recommandations, il est bien spécifié que ces patients doivent toujours être pris en charge par des équipes multidisciplinaires, et deuxièmement, que l'algorithme thérapeutique doit suivre celui des autres formes d'hypertension artérielle pulmonaire, en prenant néanmoins un certain nombre de considérations spécifiques qui doivent tenir compte bien sûr de la gravité de la cirrhose sous-jacente. Je vous rappelle que la prescription de ces traitements chez les patients qui ont une cirrhose Child B ou Child C se fait hors AMM et donc doit se faire de façon prudente. Et le choix thérapeutique va également être guidé par la présence ou pas d'un projet de transplantation hépatique sur des critères bien sûr hépatiques. Alors les données qui ont pu enrichir nos connaissances sur l'effet des traitements dans cette population sont basées désormais sur l'étude Portico, qui a donc été la première étude prospective contre placebo, à étudier donc l'effet du macitentan dans cette indication spécifique, avec 40 patients qui ont reçu du macitentan, une quarantaine de patients qui ont reçu le placebo. L'objectif principal était l'évolution des résistances vasculaires pulmonaires à 3 mois, avec une baisse de 35% chez les patients qui ont reçu le macitentan. En revanche, il n'a pas été retrouvé d'effet significatif sur le test de marche à classe fonctionnelle ou l'ENT-proBNP, en sachant que plus de 50% des patients étaient déjà traités par un inhibiteur de la phosphodiesterase 5. Les données intéressantes ressortent également donc du registre français d'hypertension pulmonaire sur ces 637 patients. La première analyse qu'on peut voir, c'est que désormais, plus de 90% des patients reçoivent un traitement dès le diagnostic d'hypertension portopulmonaire. Deuxième information, c'est que la plupart des patients sont traités en monothérapie en première ligne, et la plupart d'entre eux reçoivent un inhibiteur de la phosphodiesterase 5. Une petite proportion de patients ont reçu une double thérapie au premier bilan. Et enfin, les patients qui ont reçu soit une triple thérapie, soit des prostacyclines sont désormais extrêmement rares, donc dans cette population spécifique de l'hypertension pulmonaire. Sur cette donnée de registre, on peut retrouver sur les résistances vasculaires pulmonaires un effet qui est identique à celui qui a été retrouvé dans l'étude Portico, moins 40% pour les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. On a un effet identique avec les inhibiteurs phosphodiesterase 5, et on a un effet qui va donc s'additionner lorsque on utilise les antagonistes des récepteurs de l'endothéline et les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5, avec une baisse de 60 à 70% des résistances vasculaires pulmonaires dans cette population spécifique.
Une question qui a été soulevée après l'étude Portico, qui ne retrouvait pas d'effet sur la classe fonctionnelle NYHA, était l'effet potentiel des traitements vasodilatateurs sur les échanges gazeux chez ces patients-là, qui, je vous le rappelle, peuvent présenter un défaut de la vasoréactivité pulmonaire. On a donc regardé l'évolution des échanges gazeux chez 107 patients qui avaient eu des gazusants à baseline et après la mise en route d'un traitement spécifique. Vous voyez que globalement, il n'y a pas d'évolution de la différence alvéolo-artérielle en oxygène. Néanmoins, on note une proportion non négligeable de patients qui vont franchement aggraver leurs échanges gazeux après la mise en route des traitements. Et chez ces patients-là, on a une tendance à une survie moins bonne, mais qui est néanmoins non significative. Il faut savoir rechercher chez ces patients-là de façon systématique la coexistence éventuelle d'un syndrome hépatopulmonaire, puisque l'association de ces deux pathologies est probablement sous-estimée. Il y a dans la littérature une seule étude qui a étudié l'échographie avec épreuve de contraste chez 34 patients incidents avec diagnostic d'hypertension portopulmonaire. Et vous voyez que cette échographie cardiaque a mis en évidence la présence de dilatation intracapillaire pulmonaire chez 60% d'entre eux, avec un effet délétère sur la survie, en sachant que ces patients avaient également une cirrhose qui est plus évoluée. Donc toujours penser à l'association de ces deux pathologies vasculaires pulmonaires, d'autant plus si vous avez une aggravation des échanges gazeux après la mise en route d'un traitement spécifique. Concernant la transplantation hépatique chez les patients qui ont une hypertension portopulmonaire, là encore, la prise en charge des patients qui sont candidats à une transplantation hépatique sur des critères hépatiques a beaucoup évolué ces dernières années. Je rappelle que les patients qui ont une hypertension pulmonaire sévère ont un risque de développer une défaillance ventriculaire droite en post-opératoire et qu'il faut donc traiter ces patients-là pour les aider à obtenir des critères hémodynamiques qui autorisent la transplantation hépatique. On a maintenant des données qui sont solides, aussi bien sur le suivi des patients qui ont été pris en charge dans le cadre du réseau français d'hypertension pulmonaire, mais on retrouve également des données identiques dans d'autres études qui sont maintenant publiées et qui sont de plus en plus nombreuses, où vous voyez que l'utilisation des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire permet d'améliorer suffisamment l'hémodynamique des patients pour les amener à la transplantation hépatique chez 80% d'entre eux. Une fois que les patients ont obtenu les critères hémodynamiques suffisants, pour éviter un taux de mortalité sur 10 qui est important, il faut savoir demander chez ces patients-là une priorisation pour la transplantation hépatique avec la possibilité d'obtenir des points MELD d'exception pour ces patients-là s'ils rentrent dans des critères hémodynamiques qui bien sûr autorisent le projet, c'est-à-dire une pression artérielle pulmonaire inférieure à 35 mm de mercure avec une bonne fonction ventriculaire droite et des résistances vasculaires pulmonaires inférieures à 5 unités Wood. Si la pression artérielle pulmonaire est supérieure à 35 mm de mercure, il faut obtenir des résistances vasculaires pulmonaires inférieures à 4 unités Wood maximum. Ensuite, concernant la transplantation hépatique, là encore, monitorer ces patients pendant la transplantation hépatique et les suivre de façon rapprochée, notamment dans les 3 à 6 mois qui suivent la transplantation hépatique, avec un risque d'aggravation. Et passé ce cap-là, on peut voir à distance de la transplantation hépatique une amélioration ou une stabilisation de l'hémodynamique des patients, avec 30% de normalisation hémodynamique au repos qui peuvent être obtenus après la transplantation hépatique. Ces données, là encore, sont reproduites dans différentes études rétrospectives de différents registres. Donc ceci, finalement, amène à une survie des patients qui ont bénéficié de la transplantation hépatique qui est maintenant meilleure que les patients qui n'ont pas bénéficié de la transplantation hépatique, et ce, quelle que soit la gravité de la maladie hépatique sous-jacente. Le fait que ces patients puissent avoir une réversibilité de leur maladie vasculaire pulmonaire est évidemment une observation très intéressante, avec des interrogations sur les mécanismes physiopathologiques aussi bien d'hypertension portopulmonaire et du syndrome hépatopulmonaire. Donc vous savez que les hypothèses physiopathologiques sont chez ces patients-là une dysrégulation des facteurs pro-angiogéniques et anti-angiogéniques, probablement une composante inflammatoire et le shear stress qui va aboutir à une dysfonction endothéliale, mais on ignore pourquoi
certains patients vont développer le syndrome hépatopulmonaire et d'autres l'hypertension portopulmonaire. Et finalement, des données assez récentes mettent en lumière la possibilité d'une intervention de la voie BMP9 dans ces anomalies vasculaires pulmonaires, puisque le BMP9, l'expression du BMP9 circulant est régulée par le foie, et vous voyez que chez les patients qui ont une hypertension portopulmonaire, on note une baisse du BMP9 circulant, et dans notre cohorte de patients, on peut voir les mêmes constatations chez les patients qui ont un syndrome hépatopulmonaire, et ceci s'accompagne d'une augmentation donc de l'activine A circulante. Donc peut-être une voie de signalisation là encore intéressante dans cette forme spécifique d'hypertension pulmonaire. En conclusion, vous voyez qu'on a maintenant des données solides, soit sur des données rétrospectives de registre, soit sur des données prospectives qui montrent l'effet hémodynamique des traitements spécifiques de l'hypertension pulmonaire. Ces patients doivent toujours bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire. Pensez à l'association du syndrome hépatopulmonaire et d'hypertension portopulmonaire en réalisant une échographie avec épreuve du contraste chez les patients qui sont hypoxémiques. Et vous voyez maintenant que les données du registre français, mais également d'autres données, montrent que l'effet combiné des traitements de l'hypertension pulmonaire et de la transplantation hépatique peuvent aboutir à une réversibilité de l'hypertension portopulmonaire chez certains patients sélectionnés. Je vous remercie.